We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va rentrer dans la catégorie post-doc. C'est pour parler un peu de science. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne savez pas encore, je suis scientifique. D'ailleurs, c'est ça qui me mène ici en Chine. Et sur cette chaîne, je parle de comment je m'adapte à la vie chinoise, à la recherche scientifique en Chine. Donc, cette vidéo va rentrer dans la catégorie post-doc de ma chaîne. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez jeter juste un petit coup d'œil, quelques minutes là, sur la playlist post-doc de ma chaîne. Donc voilà, dans cette vidéo, en fait, je vais donner quelques 9 ou 10 qualités requises chez un post-doc. Pas que j'ai toutes ces qualités ou quoi, c'est juste que j'ai un peu interrogé mon boss sur ce qui a fait qu'elle accepte ma candidature parmi toutes celles qu'elle avait. Et elle m'a donné quelques renseignements qui m'ont assez surprise, mais bon, maintenant je sais au moins pourquoi j'ai été sélectionnée. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre ces qualités plus en avant pour les prochains postes que je vais tenter d'avoir. Voilà, et en même temps, je partage avec vous ces qualités parce que je me dis, ça peut vous aider dans votre recherche, dans vos futures recherches de post-doc. Voilà, donc la première qualité, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a un projet de carrière défini. Ça veut dire que très souvent, votre employeur, votre chef de laboratoire ou quand vous faites un post-doc, s'intéresse à vous parce que vous avez exposé un plan de carrière. Vous lui avez dit, voilà ce que j'ai l'intention de faire, des fois même étalé sur 10 ans. Moi, j'avais un plan de carrière étalé sur 10 ans et mon chef m'a dit, ça l'a impressionné. Que je lui dise que voilà, j'ai 2 ans à faire ici et ensuite je vais là et ensuite je vais là et ensuite je vais là et voilà où je vais arriver dans 10 ans. En fait, les post-docs, généralement quand ils se présentent, c'est juste qu'ils n'ont pas eu un job directement après la soutenance de la thèse et du coup ils se disent bon, ce serait cool d'aller à l'étranger faire un post-doc sans avoir vraiment préparé le après post-doc. Et elle, du coup, ce qui l'avait intéressé chez moi, c'est que j'avais préparé l'après post-doc et surtout que cet après post-doc ne consistait pas à juste dire on va voir après ou alors on va voir si on continue 2 ans de plus. Mais j'avais vraiment un projet arrêté avec des étapes bien définies et le post-doc constituait juste le premier pas pour arriver, voilà quoi, pour continuer la suite des pas de l'escalier. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle avait apprécié cela et que en fait c'est ça que les recruteurs recherchent. Quelqu'un qui ait un projet défini et qui sache où il va dans sa carrière scientifique. Donc voilà, la première qualité qu'il faut avoir, c'est pouvoir vendre votre plan de carrière au recruteur et lui montrer à quel point la place que vous voulez est importante pour arriver à finaliser votre plan de carrière. La deuxième, c'est le fait d'être curieux, de ne pas avoir froid aux yeux. C'est-à-dire quelqu'un à qui la nouveauté ne va pas faire peur. Parce que beaucoup ont tendance à vouloir rester fidèlement dans leur domaine ou dans le domaine où ils ont obtenu leur PhD. C'est-à-dire ne pas trop s'écarter de la discipline de base, c'est la logique. En même temps, on est expert dans cette discipline. Et le post-doc, c'est juste, accentuer un peu plus cette expertise. Mais pour la majorité des recruteurs aujourd'hui, avec les conditions actuelles, ils veulent des post-docs qui soient multidisciplinaires ou alors qui n'aient pas peur d'être multidisciplinaires. Ça veut dire qu'ils vont ne pas avoir froid aux yeux quant à embrasser un nouveau projet qui n'épouse pas parfaitement le projet auquel ils ont eu affaire pendant le PhD. Donc là, il y a différents cas de figure parce que certains recruteurs veulent un postdoc pour travailler sur un projet qui est déjà écrit et d'autres veulent un postdoc avec son projet, qui vient avec son projet. Dans le cas où le postdoc vient avec son projet, forcément, il doit venir avec toutes ses compétences également et du coup, c'est un atout. C'est justement parce qu'il peut diriger ce projet de bout en bout. Dans le cas où le projet est proposé par le recruteur, alors le postdoc n'a pas besoin forcément d'être du domaine, d'être expert dans le domaine, mais le recruteur peut vouloir justement cette compétence
d'un domaine différent pour compléter la recherche de son projet, pour avoir un regard nouveau, c'est-à-dire un angle de recherche nouveau. Donc là, le postdoc peut être pas forcément du domaine, ne pas avoir soutenu sa thèse dans le domaine, mais le recruteur s'intéresse à lui pour des capacités qu'il veut s'approprier dans ce domaine-là, dans ce projet. Voilà. Troisième, c'est quelqu'un d'honnête. Les recruteurs cherchent quelqu'un d'honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui sait reconnaître ses torts, qui sait reconnaître ses limites, qui sait qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas parce qu'il a un PhD qu'il a la science infuse dans le domaine où il a eu son PhD. Ça veut dire quoi? Certains recruteurs, en fait, durant l'interview, vous demandent, voilà, pourquoi, si vous avez quelque chose à refaire dans votre PhD, que referiez-vous, ou bien quel axe voulez-vous explorer encore un peu plus loin? Et du coup, si vous commencez à dire que, ah non, moi, j'ai pas fait ça parce que voilà, mon encadreur, il était comme ça, il était têtu. Si vous n'acceptez jamais que vous avez une part de faute dans quelque chose que vous n'avez pas pu faire, bah, l'encadreur, ça lui montre en fait que vous n'êtes pas quelqu'un d'honnête parce que vous n'analysez pas la situation avec une objectivité, étant donné que vous êtes toujours le héros dans vos récits. Bah, pour les recruteurs, ça fait un peu un chercheur imbu de lui-même et enfin, ça ne donne pas vraiment envie de travailler avec vous. Donc, il faut montrer que vous êtes honnête, il faut montrer un tout petit peu de faiblesse, pas dire que vous êtes nul, mais dire que voilà, vous ne connaissez pas tout et vous voulez apprendre ce que vous ne connaissez pas. Quatrième, c'est quelqu'un d'investi. Donc, une fois que vous avez reçu le projet, si vous êtes accepté ou alors si on vous propose d'examiner un projet avant une interview, il faut montrer que vous êtes investi. Il faut montrer que vous avez pris à bras le corps ce projet, que vous l'avez étudié à fond et que vous êtes intéressé vraiment de le faire. Parce qu'en fait, ce que les recruteurs cherchent, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de travailleur. Montrer que vous avez la niaque, que vous avez faim, que vous voulez travailler. Franchement, il faut montrer que non, vous avez envie et que vous êtes indépendant. Ils ne veulent pas, surtout pas un technicien de laboratoire qui va juste faire ce qu'on lui demande de faire. Montrer que oui, vous m'avez donné quelque chose à faire, mais voilà ce que j'ai amélioré en travaillant, en faisant ce que vous m'avez demandé à faire et puis en explorant un peu plus. Je me suis aperçue que voilà, en faisant ci, en faisant ça, j'ai amélioré. Maintenant, si vous n'êtes pas encore postdoc, bah, mettez cet aspect en avant. Dites que vous êtes indépendant, vous êtes travailleur et que vous avez de la suite dans les idées. Parce qu'on en vient au cinquième point qui est la créativité. La créativité, je peux dire que c'est votre atout majeur, peut-être même le seul qui compte. Montrez que vous avez de la créativité, que vous avez de la suite dans les idées, que voilà, vous pouvez apporter vraiment quelque chose de plus à chaque fois pour l'équipe dans laquelle vous voulez adhérer. Montrez que avec vous, il va y avoir du flash, ça va flasher, ça va créer, ça va cogiter. Donc, il faut vraiment vous vendre comme quelqu'un de créatif, indépendant, travailleur, créatif. Mettez ça dans votre CV parce que je vous assure, les gars, ça compte. Ensuite, c'est quelqu'un qui sache communiquer. Donc, les recruteurs, en fait, s'intéressent sur votre CV, aux séminaires auxquels vous avez participé, les communications orales, écrites que vous avez fait, les articles, tout ça, ça importe parce que ça montre votre capacité à être à l'aise avec l'expression orale, l'art oratoire et tout ça. Ça les indique un peu que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de complexé à divulguer ses recherches dans le monde scientifique, quoi, lors des conférences, lors des séminaires. Donc, du coup, ça intéresse les recruteurs de voir dans votre CV que vous avez participé à beaucoup de conférences, à beaucoup de séminaires et que vous avez peut-être eu de l'expérience dans l'enseignement, même si c'est l'enseignement au secondaire que vous avez fait pour vous faire les dents. N'hésitez pas à le mettre dans votre CV. Si vous avez enseigné quelqu'un, je ne sais pas, peut-être des cadets en master ou en licence et tout, si vous avez exécuté des TD, des travaux dirigés en université, n'hésitez pas à le mettre dans votre CV parce que ça montre que vous êtes capable de transmettre des connaissances, vous êtes capable d'enseigner. Et le postdoc, ça va être aussi ça va être 30% de son travail, l'enseignement. Maintenant, c'est pas pareil qu'on passe d'une institution à une autre, mais sachez que la plupart des postdocs vont avoir des cours à faire et ce serait un plus dans votre CV que vous ayez déjà donné des cours quelque part. Donc voilà,
il faut mettre l'accent sur l'aspect communication lorsque vous vous présentez, lorsque vous vous vendez aux recruteurs pour un postdoc. La septième qualité en fait que les recruteurs recherchent, c'est de voir que la personne est curieuse. Déjà, pour impressionner un tout petit peu votre recruteur, celui chez qui vous allez passer l'interview, ou alors si ce n'est pas encore le stade de l'interview, juste dans votre CV, peut-être montrer que vous avez des intérêts pour ce qui va au-delà de ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire au-delà de votre discipline originale. Donc, soyez curieux et si c'est lors d'une interview, montrez que vous êtes renseigné sur la structure d'accueil, celle que vous voulez adhérer, montrez que vous avez un peu lu le CV de celui qui vous interroge, du professeur qui dirige l'équipe à laquelle vous voulez adhérer, montrez que vous connaissez un peu quelques papiers, quelques articles que cette équipe a produits, montrez vraiment que vous êtes intéressé, que vous êtes curieux et parfois même, ils vont avoir des petites questions en vous demandant, ok, on est en train de travailler sur la recherche d'un vaccin. Pourquoi pensez-vous qu'on n'ait pas encore trouvé la solution? Pensez à ça, pensez au problème sur lequel ils sont en train de travailler et pensez aux possibilités qui font en sorte qu'ils soient bloqués, quoi. Et qu'est-ce que vous pourrez apporter pour élucider la question. Donc voilà, la curiosité et l'intérêt pour la structure de recherche à laquelle vous voulez adhérer. Les recruteurs apprécient fortement les candidats qui sont prêts à donner leur avis. Donc, si on vous pose une question ou si on vous demande si vous avez des questions à la suite d'une interview. Donc, si à la suite d'une interview, on vous demande si vous avez des questions, ne surtout pas rester bouche bée. Il faut dire quelque chose. M'attendez, au lieu de dire quelque chose de mal placé, autant rester la bouche fermée, dire non, on n'a pas de questions. Mais maintenant, il faut avoir, si on a cet esprit un peu créatif, on essaie de poser une question pertinente, c'est-à-dire pour un chercheur de cet acabit-là, c'est-à-dire de celui qui veut être postdoc, qui est supposé avoir un PhD, qui est supposé avoir une certaine réflexion, poser une question scientifique, une question qui va montrer un peu la hauteur de vos compétences ou alors qui va refléter votre niveau intellectuel. N'allez pas juste poser une question. Donc, en fait, il faut être prompt à donner son avis et il faut donner son avis tant qu'il est pertinent. N'hésitez surtout pas à émettre un avis sur ce que le recruteur vous dit ou ce que le recruteur vous demande. Donnez votre avis. Là, ça a tendance à plaire au recruteur, à celui qui vous pose des questions, de voir que vous n'êtes pas là comme un mouton qui est venu à l'abattoir, prêt à se faire abattre, mais que vous êtes là comme quelqu'un qui vend cher sa peau. Donc voilà, il faut interagir, il faut montrer que voilà, vous avez la hauteur intellectuelle du poste que vous voulez et montrer surtout que vous en voulez. Donc quand vous posez des questions, quand vous montrez un tout petit peu d'admiration pour la structure qui va vous accueillir, en posant des questions d'intérêt sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils ont fait et tout, bah, ça montre que vous êtes vraiment impliqué, que vous êtes vraiment intéressé d'avoir le job. Et ça, c'est un plus pour vous. En 9, bah, les recruteurs aiment quelqu'un de peu orthodoxe. Bah, ça, c'est une remarque que j'ai faite en regardant un peu le profil des postdocs de mon institut. Je me suis rendu compte qu'on avait tous un profil pas très orthodoxe. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur une ligne droite, mais que vous avez eu des... voilà quoi, vous avez eu des petits à côté, vous avez eu un historique. En fait, ils aiment des gens qui ont un peu navigué dans la recherche, qui se sont retrouvés en train de faire de la recherche cellulaire, de la recherche avec les animaux, de la recherche microscopique, qui sont retrouvés même en train de faire impliqués dans une recherche clinique sur les parasites, ensuite sur les virus, ensuite sur les bactéries. Donc, quelqu'un qui en fait a un peu... voilà, qui n'est pas resté dans le même créneau de son master jusqu'à sa thèse ou alors de la licence jusqu'à la thèse. Quelqu'un qui a essayé plusieurs petits trucs à côté, mais qui ont un peu cet aspect complémentaire. Du coup, ça intéresse les recruteurs de voir un profil pas orthodoxe, quoi. De voir que non, la personne essaye des trucs, à chercher des trucs à envisager dans plusieurs différents domaines. Ça les intéresse de voir. Et sur votre CV, ça se voit au petit séminaire que vous avez fait, que ce soit pas toujours la même chose, pas toujours le même thème abordé lors de ces séminaires. Ça montre que vous avez un intérêt un peu varié. Le 10e point, c'est ça va dépendre en fait de la réponse à votre question. Pourquoi vous et pas un autre?
À chaque recrutement, il y a cette question. Pourquoi je dois vous prendre vous et pas un autre? Maintenant, tout va reposer sur votre réponse à cette question. Bon, là, j'ai essayé un peu de parcourir. On m'a pas vraiment dit quelle était la meilleure réponse, mais en essayant de voir un peu ce que les autres avaient répondu, on était un peu tous allés dans le même sens. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai répondu et ce qu'il ne faut pas répondre à mon avis. Donc déjà, il faut s'appuyer sur des compétences nouvelles pour répondre à cette question. C'est-à-dire ne pas encore reformuler le CV et dire que oui, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, moi je pourrais m'intégrer dans votre équipe. Ça c'est déjà dans votre CV, que vous êtes quelqu'un qui peut s'intégrer dans une équipe, que vous êtes quelqu'un qui savait manipuler tel ou tel appareil, qui savait manipuler telle ou telle technique. Ça, c'est déjà dans votre CV. Donc, ce n'est pas ça qu'on vous redemande. En fait, on vous demande d'apporter une compétence qui ne figure pas forcément dans votre CV. Par exemple, vous pouvez dire que que vous êtes influenceur sur Internet, que vous connaissez bien manipuler, je ne sais pas moi, les réseaux sociaux. Ben, ça peut intéresser dans le sens où la structure aurait envie de se faire plus connaître sur ce terrain-là. Mais surtout, il faut que votre réponse, que vous ayez étudié en fait l'institution avant et que votre réponse soit ciblée sur les besoins de l'institution. De quoi l'institution a besoin? Si vous avez fait un peu parcouru un peu leur site ou alors vous avez un peu étudié le profil de votre recruteur, de l'équipe dans laquelle vous êtes recruté, cherchez un truc qui pourrait leur être bénéfique et qui n'ont pas pour l'instant. D'après vous, de quoi ont-ils besoin et que vous êtes en mesure de leur apporter? C'est sur ça qu'il faut jouer, pas sur vos compétences déjà acquises et déjà étalées dans votre CV. Vraiment, présenter un point fort. Qu'est-ce que vous pourrez apporter à cette équipe? Il faut proposer quelque chose de nouveau. Moi, j'avais dit, voilà, moi, je suis à l'aise avec les réseaux. Je suis en même temps littéraire. J'écris, j'ai un blog que je tiens et tout. C'est un passe-temps, c'est une façon également parce que j'aime écrire. J'ai l'esprit assez créatif quand il s'agit d'écrire. Je suis plus à l'aise à l'écrit même qu'à l'oral. Et voilà, je tiens un blog qui fait, voilà, si vous êtes influenceur, dites que vous êtes influenceur ou alors dites que vous avez, je sais pas moi, une boutique que vous tenez. Ça montre en fait que, voilà, vous êtes capable de tenir un projet par exemple et que vous êtes capable de diriger quelque chose vers son terme. Donc, présenter un truc que vous avez accompli, que vous avez réussi et que l'entreprise ou alors l'institut qui veut vous recruter pourrait exploiter à son bénéfice, quoi. Montrer en fait que c'est pas juste en sciences que vous excellez, mais que vous excellez également dans un autre milieu. Voilà, même si c'est que vous tenez un bar, dites que oui, je tiens un bar et que je mène à flot depuis 5 ans et voilà que j'ai hérité de mes parents et maintenant c'est moi qui tiens la barre. Ça montre en fait que vous êtes un bon gestionnaire. On peut vous confier le management peut-être du labo en plus des qualités que vous avez, quoi. Donc, faire bonne impression lors des interviews, c'est-à-dire être correctement habillé, être présentable, pas de tenue sexy ou alors pas de tenue trop débrayée, bien mis et posé dans sa manière de parler. Pas comme je suis en train de le faire là présentement, vraiment posé dans la manière de parler. Moi, un reproche qu'on m'avait fait, c'est de ne pas souvent terminer mes phrases. Et c'est vrai parce que j'ai des idées qui sont tout le temps en train d'arriver alors que je suis encore en train de parler. Et du coup, je coupe et je continue une autre phrase. Et ça, c'est pas une bonne impression. Et ça, on me l'a déjà dit que c'est pas, ça laisse pas une bonne impression de ne pas finir ses phrases parce que ça donne un peu l'impression que vous êtes quelqu'un de brouillon, un scientifique fou. Certes, ça montre que vous avez les neurones qui cogitent, qui s'agitent, qui travaillent, mais également ça peut laisser l'impression que vous êtes trop brouillon ou alors que vous êtes un peu dispersé. Et ce n'est pas l'impression que vous voulez donner. Donc, prenez le temps d'articuler, de poser vos phrases, de terminer une idée avant d'en commencer une autre. Très bien, voilà ce que je peux les conseils que je peux donner pour ceux qui sont à la recherche d'un postdoc. Pour moi, c'est le premier postdoc que j'exécute, mais ce n'est pas le premier postdoc auquel j'ai postulé. Et grâce à celui-ci, j'ai pu avoir des réponses sur pourquoi je n'avais pas été prise dans les autres, ou alors les raisons probables pour lesquelles je n'aurais pas été prise pour les autres avant celui-ci. J'ai juste demandé qu'est-ce qui avait été positif dans ma candidature et qu'est-ce qui avait fait que ce soit moi qu'on ait pris plutôt qu'une autre ou un autre. Voilà les réponses que j'ai eues, je vous les donne dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas de liker,
de commenter si vous avez d'autres points à ajouter et puis de partager. Merci. Peace.